Previously on le syndrome de Chambord. Est-ce qu'il faudrait pas imaginer une scène en particulier ? Souvent tu débarques sur une aire d'autoroute et c'est l'aire d'autoroute du futur, ils ont mis en place des trucs... J'aime bien l'idée de la mascotte de l'aire d'autoroute et... Victoire de l'écureuil de Southampton. Bon, je viens d'avoir une sorte d'illumination. En fait, ils partent pour faire un pique-nique dans les bois. Hervé s'échappe. On entend des chasseurs et t'es sur Hervé tout seul dans les bois qui se sent un peu comme un gibier, tu vois. Il finit par céder. Et par se dire, bon bah ok, ce week-end je vais le passer avec eux et puis on verra bien ce que ça donne. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas du tout défini d'où ils viennent. D'où ils viennent. En fait, ils vont dans les châteaux de la Loire, mais ils peuvent partir des Pyrénées ou de... Ah oui. Donc ça change vachement le trajet et... Le truc, c'est qu'à partir du moment où on sait qu'on va vers les châteaux de la Loire, s'ils sont très loin, le trajet paraît moins intéressant. Attends, comment ça ? Bah non, en fait, justement, c'est s'ils sont loin... Enfin, plus ils sont loin... plus la proportion du film consacrée au trajet est censée être importante. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que si on connaît l'objectif, on a peut-être envie d'accéder à l'objectif le plus vite possible pour voir la suite, quoi. Bah, pas forcément, parce que... Non, au contraire, la plupart des road movies te donnent l'objectif très tôt, mais c'est le dernier acte dans lequel tu arrives à l'objectif. Ce qui fait que tu passes moins de temps dans la destination. Sauf qu'en fait, dans notre cas, la destination est un road trip en soi. Ouais, mais on pourrait promettre un road trip au château de la Loire et qu'en fait le road trip c'est la route. Enfin, est-ce que c'est plus intéressant de faire le tour des châteaux de la Loire ou de faire un road trip en autoroute ? Déjà moi ça m'intéresse moins parce qu'en fait, j'ai plus envie de faire des recherches sur les aires d'autoroute que sur Chenonceau et tout ça. Et je trouve qu'il y a plus de... mais même en fait, dans notre esthétique, dans notre truc. Je me disais que c'est pas parce que t'es dans la zone des châteaux de la Loire que forcément tu vas faire Chenonceau, etc. Mais c'est quand même petit. Enfin, c'est quand même... ouais, mais ce qu'on fait le tour assez vite. Ce qu'on avait évoqué, c'est qu'il soit dans un appart-hôtel et que... Ah oui, on avait noté ça, la scène de l'appart-hôtel. On l'avait pas noté. On en avait parlé. Ouais, Il y avait un concours de limbo ou un truc. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais, mais tu vois, le limbo appart-hôtel, ouais. En fait, en parlant, j'ai tendance à me dire que j'aime bien le fait qu'il y ait de la distance, que ça soit vraiment le dernier acte, les châteaux. Ah oui, ça pourrait être un périple sur plusieurs jours. Alors. Bah oui, s'ils viennent de loin. 2 jours, quoi. Ouais, c'est un week-end. Il y a peut-être d'ailleurs une destination intermédiaire qui était prévue par Hervé dans le week-end, genre Futuroscope ou je sais pas quoi. Oh putain, oui. Ouais, donc ils viennent de Biarritz. Mais non, mais de toute façon, que tu viennes de n'importe où en France, tu y es en une journée au Château de la Loire. Ça va pas ton truc. Que tu viennes de n'importe où en France, tu passes forcément au Futuroscope. Non. Ouais, non, c'est normal. Non, bah non. Les Châteaux de la Loire. C'est quand même assez central. Le point le plus éloigné, ça va être Nice, quoi. Ouais. Et puis leur objectif, c'est quand même, celui de Gérard en tout cas, c'est quand même de vivre le week-end d'Hervé. Donc, il y a quand même une grosse différence entre si tu viens de Paris et si tu viens des Pyrénées ou de Nice ou de Savoie. Ouais. Parce que si tu fais ça, c'est que t'as ta première journée qui est quand même de la route. Alors que si tu viens de Paris, c'est 2 heures, quoi. Ouais, je pense que c'est bien qu'il y ait de la route, effectivement. Après, je pense qu'on va arriver très vite dans les régions centres. Sauf si tu fais... mais c'est vrai que c'est un week-end... Ça n'a pas de sens, du point de vue d'Hervé, de faire un week-end Futuroscope / Château de la Loire. Surtout que c'est pour les 10 ans de sa lune de miel qui était certainement pas été dans les faite. châteaux. Ouais. Futuroscope. J'aimais bien le Futuroscope. Je suis pas allé depuis longtemps. Ah, t'y allais plusieurs fois ? Ouais. 2-3 fois, je crois. J'y suis allé une fois il y a... je pense 20 ans. Quand c'était assez futuriste à l'époque. Mais ils font quoi maintenant ?
Enfin, ils ont des nouveaux trucs. Et à l'époque, j'avais vu, c'était l'année où il projetait pour la première fois un film de Jean-Jacques Hano en 3D. Et c'était sur un mec qui pilotait un avion postal. J'ai vu ça. Il traversait la cordillère, enfin il se crachait dans la cordillère des Andes. C'était Jean-Jacques Hano, je me souviens pas. Ouais, il me semble bien que c'est Jean-Jacques Hano. C'était la nouveauté ou l'année où on y était allé. C'était des écrans à 180 degrés, non ? Non, surtout c'était en 3D. C'est ainsi que Jean-Jacques Hano est venu présenter au Futuroscope son nouveau film, Les ailes du courage. Une première à plus d'un titre, car cette histoire des pionniers de l'aéropostale est à ce jour l'unique long métrage de fiction tourné en procédé IMAX, en clair, en 3 dimensions. Projecteur horizontal, lunettes spéciales et écran géant de la taille d'un immeuble de 10 étages, l'on est bien loin du cinéma de papa. Mais qu'importent les difficultés techniques, à en croire Jean-Jacques Hano, l'image en relief, c'est là la chance du 7e art. C'est fou que maintenant plein de trucs du Futuroscope existent pour des films qui sortent au cinéma. C'est pour ça que je me disais, ils ont peut-être de nouveaux trucs, genre de l'odorama, ou je sais pas. Enfin, on en aura entendu parler, je pense. Ouais, je pense que c'est quand même galère là. Après, il y a le Puy du Fou, moi je suis jamais allé. J'y suis allé une fois. Ça t'a plu ? C'est. Il paraît que c'est le meilleur parc du monde ou un truc comme ça. J'ai vu les pubs. C'est ce qu'ils disent, ouais. Non, mais c'est un truc assez unique, je pense. Ouais. Enfin, c'est du grand spectacle vivant. Avec des bagarres, des batailles, des chevaux, des mecs qui font des joutes et tout. Et quand on le vit, quand on y va, on s'attend vraiment pas à en prendre autant plein les yeux. Il y a certains spectacles vraiment qui m'ont mis une grosse claque. Par exemple, le spectacle qu'on a vu ce matin qui s'appelle Le Dernier Panache. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Il y a même des enfants qui jouent sur scène. J'ai trouvé ça super, mais vraiment impressionnant. Je me suis pris une grosse claque. Les Mousquetaires de Montesquieu, pareil. Hier, je me suis pris une claque de fou. En fait, est-ce qu'on se laisserait pas juste... On s'installe dans la voiture et on voit où ça nous mène. Ouais. Bon, mettons, on part d'un endroit qui est assez lointain des châteaux de la Loire. Ils peuvent venir de Lorraine ou d'Alsace, carrément. C'est suffisant pour faire plein de pauses, je pense, de venir d'Alsace. Ouais, c'est clair. Donc mettons Strasbourg. Il y a Montpellier aussi qui est pas mal. C'est plus loin, ça. Ouais. On verra les aides régionales. Ah oui, c'est ça. Non, mais en gros, il y a au moins 5 heures de route. Il y a au moins 5 heures de route, et du coup, en traînant, tu peux, si tu pars l'après-midi, t'arrives le soir. T'arrives le soir à l'appart-hôtel. C'était quoi l'intention de Hervé au départ ? C'était quoi son plan ? Parce que là, il fait les courses, on n'a pas encore dit à quelle heure, quand et quel jour. Lui, il a une profession où il peut partir du boulot vers 17h, quoi. 16h en s'arrangeant avec son N+1. Et du coup, il fait les courses le vendredi, et le but, c'était de partir le vendredi soir pour arriver à l'appart-hôtel vers 22h. Donc Gérard l'enlève, vers 17h, il se retrouve à 18h sur la route, tous les trois. Pour aller de Montpellier, Strasbourg / Nice à l'appart-hôtel, ce sera le soir. Ouais, et du coup, tu peux juste faire dans ce qu'on a écrit, il y a la scène de l'aire d'autoroute. Comme ça, le soir, elle se change. Ok. Et en fait, peut-être que justement, le pique-nique, c'est la fin du premier acte. C'est le moment où vraiment Hervé abandonne le fait d'essayer d'échapper au kidnapping, quoi. Mais en fait, la tension sur tout le premier acte, c'est le fait que Hervé, quand même, veut essayer de se sortir de cette merde. Donc, avant cette scène du pique-nique, il y a une scène où ils dorment, en fait, tous. Ouais. Et donc, lui, il a toujours en tête de s'évader. Ouais, donc alors, posons-nous cette question. Qu'est-ce que ça implique pour lui et qu'est-ce qu'il va faire et tout. Donc, ils sont à 3 dans une chambre pour 2 d'appart-hôtel, déjà. Lui, donc lui dort sur un canapé ou il dort dans la baignoire. Déjà, c'est lui qui avait réservé et tout. Il y a des pétales sur le lit ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il cherche pas l'assistance d'autrui pour se sortir de son pétrin? Ah oui. Genre quand il arrive à la réception, il fait des signes. Comme Louis de Funès dans Rabbi Jacob quand il fait des signes aux policiers.
C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux. Je me fous des deux. Mais non, monsieur l'agent. Mais non, ni de l'un ni de l'autre. Si, je me fous des deux. Vos papiers, tout de suite. Je voyage toujours sans papier. D'ailleurs, je n'ai ni permis de conduire, ni carte grise, ni vignette, ni assurance. Arrêtez-moi. Bon, mettons, il peut avoir fait ça, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est la nuit. Et à côté, enfin eux deux ils dorment dans la chambre et lui il dort. Alors ça peut donner lieu à une autre scène, mais alors, peut-être que ça va être trop répétitif avec l'histoire de. Il pourrait essayer de sortir la nuit, et finalement se raviser, tu vois. Peut-être que la sécurité de l'appart-hôtel est hyper stricte et que c'est pas possible de sortir au-delà de 22h. Il se fait remballer. Ou alors l'appart-hôtel il est près d'une grosse route nationale et il essaye de faire un peu du stop auprès de la route et il y a que des énormes camions qui passent. Il pleut et tout. Mais Hervé il veut récupérer sa voiture. En fait depuis le début c'est ça, c'est qu'il lui a volé non seulement ses courses mais surtout sa voiture. Donc je pense que c'est ça l'idée fixe qu'il a en tête. Oui en fait on a plusieurs trucs. En fait, attends j'ai plusieurs trucs qui se mélangent mais... Parce qu'il y a aussi la scène du pique-nique, où en fait peut-être que Hervé pourrait se retrouver en possession de la clé de la voiture, et du coup décider d'essayer de s'enfuir pour ça. Ouais. Et donc en fait il pourrait récupérer la clé, soit parce que Gérard lui donne en disant tu veux pas aller récupérer ça à la voiture, ou un truc comme ça. En fait il retrouve pas la voiture, et puis il y a les chasseurs et machin. Et en fait le soir à l'appart-hôtel, il y a la soirée limbo. Gérard et Anna y vont, donc Gérard a la clé, Hervé n'a pas la clé, et il dit qu'il est un petit peu fatigué, et en fait c'est là qu'il décide de faire du stop, et que c'est aussi une galère. Il y a des énormes camions qui lui passent, il lui roule à moitié dessus, et au final il est épuisé et il va dormir avec les autres, je sais pas. Ouais, je préférais quand même l'autre chronologie. C'est-à-dire que le soir du limbo, Gérard et Anna tiennent à ce que Hervé soit avec eux tout le temps, pour vraiment bien profiter de la fête. Et je les vois pas le laisser partir en disant non mais je suis fatigué. Et le lendemain, pour moi, toute la veille, il a essayé de récupérer ses clés et de partir. Et le lendemain, ne serait-ce que partir tout seul, sans voiture, ce serait déjà bien pour lui. Et limite, il a même pas besoin de récupérer les clés pour essayer de s'évader, quoi. Je pense que sa liberté se restreint de plus en plus, c'est bien que finalement, sa voiture, ça devient quelque chose d'accessoire. C'est ça. Mais alors, le soir du limbo, après, il peut peut-être essayer de voler les clés. Mais du coup, le soir du limbo, il faudrait quand même qu'on mette en tension le fait qu'il essaye de récupérer les clés. Ouais. Parce que ça permet en même temps de caractériser les personnages de Gérard et Anna pendant la soirée et de garder la tension de Hervé qui essaie de fuir, quoi. Ça pourrait être marrant que Hervé soit super fort au limbo. Et ouais, c'est ça, il dit non, je veux pas. Tu vois. En fait, il le force à le faire et il gagne le trophée. Il gagne un trophée, il est pris en photo et tout, il est mis sur le mur, le Hall of Fame des clients. Et le lendemain, en fait, il a cherché de l'aide pendant tout le temps, et le lendemain, quand il check out de l'appart-hôtel, il y a tout le monde qui l'applaudit et qui le congratule. Ouais. Il dit, ah putain, c'est le... Ouais, c'est devenu la star du truc. C'est Limboman et tout. Et même quand il essaie de récupérer la clé pendant la nuit, on peut imaginer qu'il a son trophée dans la main parce qu'il veut que... Et le guacamole. Le trophée d'une main et le guacamole de l'autre, parce que quand même, ça lui appartient. Ah, ou alors attends. Non, là, alors bon, là on est vraiment... C'est limite du Mr Bean, c'est peut-être un peu trop, mais donc il arrive à prendre la clé la nuit. Il y a eu des rebondissements, à un moment il a essayé de rentrer dans la chambre, ils étaient en train de baiser ou je sais pas quoi, enfin il y a tout un truc. Et il a finalement la clé, il arrive à la voiture et il a oublié le guacamole. Ça va pas parce que le guacamole il peut le racheter ailleurs. Enfin ou alors vraiment il a l'esprit altéré qui fait qu'il a plus les idées en place, quoi. Mais... Tu ouvres la bouteille Ouais. Putain, t'enlèves comme ça les trucs. Ça dépend de mon humeur.
J'ai toujours cru qu'il fallait un peu couper le bout. C'est ce qu'ils font en général, ouais. Il y a même un outil spécial. Ouais, c'est le truc pour circoncire les bouteilles. Superbe. Donc là, on est le lendemain. Donc il a le fait lendemain du concours de Limbo. Il a fait le trajet avec eux, il a gagné le concours de Limbo, il a essayé de s'évader plusieurs fois, il est pas arrivé. Il a gagné un concours de Limbo, tout le monde l'admire pour ça, y compris Gérard et Anna, ce qui lui est pas arrivé depuis longtemps en fait, d'avoir une telle, de susciter une telle admiration. Mm. Et là, il essaie de s'échapper une dernière fois, sans vraiment trop y croire. Si quand même il veut partir. Mais la scène avec les chasseurs termine de le convaincre de rester avec eux, qui sont pas si méchants. En plus, il a quand même réservé pas mal de trucs autour des châteaux de la Loire et il aimerait bien en profiter, quoi. C'est du gâchis, sinon. Et en fait, il commence à être étonné que sa femme l'appelle pas, quoi. Peut-être qu'elle l'appelle. Alors, est-ce qu'elle l'appelle ? C'est marrant parce que c'est la même trame que Rabbi Jacob, hein, parce qu'il y a la femme qui appelle aussi de la voiture, et à un moment il lui dit Voilà, je prends l'avion avec une femme. Une femme ? Mais vous êtes fou ! Oui, je suis fou d'elle. Mais qui est-ce ? Comment s'appelle-t-elle ? Comment elle s'appelle ? Tiens, comment elle s'appelle ? Dites un nom. Ah oui, c'est Thérèse le Duc. Thérèse le Duc ? Mais elle a 65 ans. Justement, ça fait 30 ans qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle n'a pas le téléphone et qu'elle me fout la paix. Vous avez vu ? Quoi ? C'est moi qui ai raccroché. Sauf qu'elle est pas obligée d'être chiante comme Rabbi Jacob, en fait. Justement, elle peut ne pas l'appeler, quoi. Enfin, en fait, si elle l'appelle pas, ça veut dire qu'elle s'en fout, quoi. il faudrait qu'on se place de son point de vue, à elle. Ouais. Donc elle, évidemment, elle sait que c'est leur anniversaire de mariage. Elle n'a pas prévu qu'il se passe quoi que ce soit. Et donc non seulement il fête pas l'anniversaire, mais en plus il est pas là. Il est pas là. Mais je pense quand même qu'au départ elle l'appelle. Enfin, elle peut pas. Ou alors elle fait la gueule, elle dit bon bah si c'est comme ça. Enfin, elle s'inquiète forcément parce qu'il est pas habitué à faire ça. Ouais, elle peut faire la gueule et du coup si elle fait la gueule, elle l'appelle pas du coup. Non, mais avant de faire la gueule... Oui, c'est vrai qu'elle s'inquiète. Elle doit forcément s'inquiéter. Alors si lui sait qu'elle s'inquiète, il faut qu'il envoie des trucs. Donc en fait, c'est lui qui l'appelle. Ou alors elle l'appelle en plein concours de Limbo. Et genre elle entend des clameurs derrière. Ah, c'est Gérard qui répond ? Ouais. Attends, alors est-ce que Gérard ment à Hervé et il lui dit pas que sa femme a appelé ? Ou alors il lui dit, au fait, oui, au fait, il y a ta femme qui a appelé. Si c'est vendredi soir, il peut juste être un peu en retard du travail, tu rentres à quelle heure ce soir, machin. Et Gérard répond, il se fait passer pour le patron ou je sais pas quoi, il dit non, bah ça va, Hervé va pas être disponible ce week-end. Ouais. Mais c'est un peu... Déjà, je vois pas Gérard faire ça. Non. Il est pas assez retors. Donc il dit, attendez, je vous le passe et t'as Hervé tout essoufflé. Pourquoi ce serait pas Hervé qui répondrait en fait ? Mais il est dans une situation où il peut pas... Bah, enfin, s'il est vraiment en train de faire le Limbo, c'est super difficile de décrocher, même s'il est très fort. Oui, donc l'option c'est qu'il réponde pas au téléphone, ça vibre dans sa poche. Non, par contre, ça peut être une scène justement un peu plus tôt avant l'appart-hôtel où ils sont dans la voiture. Il est à l'arrière, il décroche et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Je vois bien Anna vouloir aider un peu et en fait, en voulant aider, elle complique le truc. Attends, t'es dans la situation d'Hervé ? Il y a ta femme qui appelle et qui dit t'es où là ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es sur la banquette arrière, t'es la veille de ton anniversaire de 10 ans de mariage. Et tu t'es fait enlever par deux pseudo-fous à la limite. Qu'est-ce que tu dis quoi ? Ouais, c'est ça la question. En fait, ça dépend à quel moment de l'évolution des rapports on est. Parce qu'au départ, il peut dire... J'ai été enlevé par deux fous, à l'aide, je suis sur la N83, appelle les flics. Donc faut que ce soit plus tard.
Ou alors ça peut être un peu plus tôt, et juste, il croit qu'il a la situation encore en main, quoi. Juste après le parking. J'aurais dit, t'inquiète, j'arrive. Oui, il dit, bon... J'ai une course à faire. Non, oui, tu sais, il demande, attends, on en a pour combien de temps, là, de ce truc? Tu vois, il demande, il sait pas... Ouais. Et il dit, allô chérie, oui, alors, bon, j'ai un imprévu, non, mais ça va bien se passer, hein, non, Et donc, il demande à Gérard, Gérard, tu penses que je pourrais être à quelle heure chez moi? Et Gérard, il le rassure, et il dit, oh, t'inquiète... Ouais, je sais pas. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait ça, c'est forcément un one-shot, l'appel. Il faut qu'il y ait un quiproquo rédhibitoire, quoi. Que elle croit un truc énorme et qu'il incite à plus du tout s'inquiéter. Parce que il rentre pas ce soir, mais il rentre pas le lendemain, ni le surlendemain non plus. Donc, oui, parce que si elle continue à s'inquiéter, ou si elle continue à vouloir l'appeler, ça va... Ou alors, Gérard lui prend son portable et le jette par la fenêtre en disant arrête avec ça. Et là on règle la situation, quoi, parce qu'il est plus joignable. Ah oui, c'est pas mal. Mais alors, si c'est ça, ce qui serait bien, c'est qu'avant, elle s'inquiète pas. C'est-à-dire qu'elle soit à la limite énervée, mais pas inquiète, pour pas qu'elle mobilise la police ou je sais pas quoi. Oui, parce que c'est vrai que de son point de vue, c'est quand même... Bon, après, elle peut mobiliser la police et qu'il ne trouve jamais sa trace. Parce que, alors après, si on est dans la même... alors bon, là, je repars dans la licence poétique et dans les trucs un peu chelous. Si on est dans le même truc que le fait que c'est Gérard qui a les clés d'Hervé, il peut aussi avoir son téléphone. Et genre, mettons que Hervé, il a une sonnerie un peu emblématique. Et il entend la sonnerie, et là il fouille ses poches, il dit c'est quoi ce bordel, il sait que c'est censé être son téléphone, et c'est Gérard qui décroche, et limite il passe à Anna, et il dit ouais, occupe-toi, c'est la femme d'Hervé, tu peux la rassurer, et du coup il y a Anna, elle dit oui, c'est bon, tout va bien. Il sera pas là ce week-end, mais je m'occupe bien de lui. C'est ça. Ça me fait plaisir que t'appelles. Hervé m'a beaucoup parlé de toi. Bon, il pourra pas être là ce week-end, hein, parce qu'on est parti là, mais ah oui, bon, c'est super. Il nous a prévu l'appart hôtel et tout. et t'as Hervé, il dit mais arrêtez. Et à la fin, Gérard s'énerve, il prend le téléphone, il le balance par la fenêtre. Mais du coup... Oui, parce qu'en fait, Hervé, ça le... Mais en fait, lui, il est derrière, il est cramponné au siège, il dit, mais attends, mais qu'est-ce que t'es en train de lui raconter? Ouais, peut-être que Gérard, il voit que Hervé panique et il dit, mais tu veux pas paniquer Hervé? Et puis il balance. Mais tu vois pas que ça l'énerve? il a besoin de prendre l'air, là, elle est... Non, mais peut-être qu'il fait même pas le rapprochement avec la femme d'Hervé, c'est juste que ça crée des mauvaises ondes dans cet habitacle, ce téléphone, donc il jette le truc, quoi. Ouais. Pour vraiment qu'il passe un bon week-end. On va pas passer le week-end au téléphone, là. Ouais. Et on évacue la question. Donc il a plus de voiture, plus de téléphone, plus de clé. Mais par contre, il leur fait la gueule, quoi. Après qu'il s'est jeté le téléphone et qu'il s'est dit de la merde à sa femme, il est un peu énervé contre eux. Bah, en même temps, il est énervé, mais il est en captivité, donc il peut pas trop dire grand-chose. Il dit, mais pourquoi vous le... vous voulez flinguer 10 ans de mariage? Mais c'est ça, en fait, il est pas du tout intimidant comme mec, donc c'est plus des petites protestations, mais qui ont pas un grand effet. Ah, ça vous amuse, vous Je sens que t'es dans le personnage. Non, et c'est bien qu'il ait pas de téléphone pour pas appeler les flics lui-même aussi. Au début. Alors je note. Appel. Voilà un prénom, la femme de Hervé ou pas? Christina. Gérard jette le téléphone. Allez. On a plein de personnages. Hein. Il y a juste Ludovic qui est passé à la trappe. Non, et donc là, ils ont passé une nuit à l'appart-hôtel.
Et Hervé remonte à l'arrière avec son trophée et son pot de guacamole. Plutôt content. Mais Non, parce que... Non, il est pas content. Parce qu'il va encore s'échapper, là. Ouais. Ouais, mais il peut pas savourer l'instinct. Il est entre les deux, là. Oui, quoique non, en fait, la nuit, on a dit qu'il a tenté des trucs la nuit. Ouais. Il a tenté de partir, donc il est crevé, quoi. Mais c'est vrai qu'au réveil, il se réveille sur son canapé et il voit sur la table basse du salon son petit trophée de Limbo, là. Il est quand même pas mécontent de sa soirée d'hier. Mais c'est ambigu, quoi. C'est un peu le trophée de la honte aussi. Est-ce qu'il se réveille un peu en sursaut et étonné qu'il ait pas cauchemardé ça, quoi? Il peut être réveillé par Gérard et Anna tout habillés alors que lui il est encore au lit et ils lui disent alors faut qu'on visite. Oui, en fait c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait trop de temps de répit, donc c'est eux qui doivent le réveiller. Ouais. Après il peut se réveiller en sursaut dans la voiture, genre il s'endort. Oui, Gérard l'a porté et l'a installé dans la voiture. Parce qu'en fait, à la soirée Limbo, il peut picoler, tu vois. Et du coup, il s'endort avec son trophée. En fait, t'as un cut. Il s'endort avec son trophée complètement bourré, machin. Et il se réveille en sursaut dans la voiture. En gueule de bois, en plus. En gueule de bois. Avec, en fait, Gérard qui l'amorce direct en disant faut qu'on trouve un coin sympa pour un pique-nique. T'avais prévu quoi pour le pique-nique? Ah oui, en plus, du coup, il essaie de s'évader alors qu'il est en totale gueule de bois. Et ça justifie un petit peu l'espèce d'angoisse de bad trip qui se tape. Ouais. En fait, il s'endort, bourré, champion de Limbo, et il se réveille. On entend, on est encore dans Fondu au noir. Il y a Gérard qui dit réveille-le, il faut lui demander pour le pique-nique. T'as Anna qui lui met des claques. Et il se réveille comme ça et il dit t'avais prévu quoi pour le pique-nique? Et il dit je sais plus, j'avais noté sur mon téléphone la fosse au Mori ou je sais pas quoi, enfin il y a un truc. Il a un nom, il s'en souvient pas bien. Et puis il voit des panneaux et à un moment il voit un panneau passer, il dit la forêt de Cercan, il dit c'est là. J'invente tous ces mots, évidemment. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc les grosses embardées et tout, hop, on va à la forêt. Et donc à l'issue de cette scène, il s'est résolu à les suivre. Oui, et ils sont plus très loin après les chasseurs. Ouais. Et ils sont plus très loin des châteaux de la Loire finalement, parce qu'ils ils ont beaucoup avancé pendant qu'ils étaient en train de dormir. Les choses sérieuses vont commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Vous venez d'écouter Le Syndrome de Chambord, un podcast improvisé et produit par David Honora et Hugo Alexandre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou à nous soutenir sur tipeee.com/calmos. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur calmos.net pour découvrir notre chaîne YouTube, notre newsletter et plein d'autres trucs.